Bonjour et bienvenue sur Les Visionnaires, l'émission dédiée aux professionnels de la coiffure. Ici, nous mettons en avant toutes les personnes passionnées par ce métier afin de casser les codes et inspirer chacun d'entre nous pour mettre en avant ce fabuleux métier. Épisode de Ramata. J'adore. Bonjour Ramata. Bonjour Maëlys. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur ce nouvel épisode des Visionnaires. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui, on est avec Ramata qui a créé sa gamme de produits Vagance. Donc elle va nous expliquer un petit peu tout son parcours. On va découvrir le processus de création d'une gamme de produits. Ça va être super intéressant. Donc voilà, en attendant, on va commencer par se présenter. Donc Ramata, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, qui es-tu ? Et bien sûr, bonjour Maëlys, merci pour cette belle tribune. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Du coup, moi je m'appelle Ramata Pro. Je suis française d'origine malienne. Oui. J'ai 45 ans, bientôt 46. Oh. Je suis mariée à Stéphane Prose et nous avons ensemble deux magnifiques garçons. Alors tu as un petit coucou. Donc Gabriel et Elias. Et donc je suis docteur en pharmacie et j'ai fait la phase longue des études de pharmacie parce que je voulais vraiment voir tout ce que je pouvais faire en pharma. Vraiment, j'ai fait l'internat pour ceux qui connaissent et ensuite j'ai passé 15 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et l'année dernière, j'ai décidé de changer de vie, de switcher. Alors je préparais ça depuis quelques temps, mais vraiment l'année dernière ça a été l'année décisive où j'ai décidé de devenir entrepreneur. Ouais. Et ceci en créant ma marque Vagance de cosmétiques naturels. Voilà. Et vraiment Vagance est née de ma propre expérience capillaire, de mon parcours, mais aussi du regard que je peux porter sur la société. Et j'ai vraiment... au fil des années, je me suis prise de passion pour la cosmétique naturelle et inclusive. C'est vraiment pour moi que ça aille de pair. Et du coup, j'ai voulu proposer une alternative minimaliste, rechargeable et pour toute la famille. Trop bien. C'est vraiment ça. Magnifique. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails du processus. Donc comment est venue la petite graine dans ta tête de vouloir créer une marque inclusive en plus, on en reparlera après, mais déjà de vouloir créer sa propre marque de produits capillaires, c'est un gros challenge. Comment, au tout début, la petite graine est venue dans... Alors, Maëlys, en fait, c'est quelque chose qui m'a ébranlée. Et c'est ça qui m'a fait me mettre en mouvement. C'est le jour où j'ai eu un choc, vraiment un choc, où j'ai compris que les produits que je mettais sur ma tête avaient des compositions nocives et qu'ils avaient eu un impact sur ma santé. Ah, donc, ça avait eu un impact sur ta santé. Donc, comment ça s'est passé en termes de chronologie, donc, le cheveu texturé, on commence un peu à connaître l'histoire, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, la façon la plus simple de les coiffer, c'était de les lisser. Donc le lissage, il pouvait être thermique, donc c'est un fer, d'ailleurs je l'ai amené, si tu veux voir à quoi il ressemble. C'était notre fer. Voilà. Donc ce fer... Ça fait un peu engin de torsion quand on regarde comme ça. Honnêtement, nous à l'époque, c'était la façon pour nous de s'occuper de notre cheveux. Donc ce qu'on faisait, c'est ma maman qui nous lissait les cheveux. Donc on met ça sur une plaque chauffante ou sur du gaz. C'est une petite bouteille à gaz, on mettait ça. Et du coup, on mettait de la vaseline. Une pommade qui s'appelait Dax. Pour préparer le cheveu et ensuite on lissait. Donc tout simple, on entendait nos cheveux cramer. Ah oui, puis tu vas avoir de la fumée. C'était ça faisait et effectivement on voyait la fumée blanche. Mais c'était la façon dont on s'occupait de nos cheveux. Je veux dire, je jette la pierre à personne. C'était cette façon-là dont on s'occupait de nos cheveux, l'entourage aussi, les copines. Enfin, voilà, c'était en fait normal pour vous. Voilà, c'était normal. Donc
Jusqu'à ce que ma maman considère que j'étais assez grande pour m'occuper de mes cheveux. Donc là, je suis passée au défrisage chimique. Donc ça, c'était des petits kits qu'on achetait à l'époque, c'était pas en euros, mais là aujourd'hui, ça équivaut à une dizaine d'euros. Avant, ça devait être encore un peu moins cher. Qu'est-ce que c'est chimique? C'est même dévastateur. Donc j'ai utilisé ça pendant des années. Donc, ceux qui m'ont connue au lycée, début fac, ils m'ont connue qu'avec les cheveux lisses et c'était une façon de... C'était pratique aussi, je dois le dire. Moi, mon temps d'occupation de mon cheveu, c'était une fois par mois. Voilà, c'était pas... juste les racines. C'est ça, mais en fait, on nous disait de refaire les racines, mais en fait, on mettait sur toutes les longueurs. Parce que les notices, elles étaient incompréhensibles. On y allait vraiment. Et puis en plus, c'est fou parce que c'était des produits donc, qui étaient vendus pour les particuliers, alors que ça casse les ponts disulfures, donc ça transforme complètement la nature du cheveu. Ça transforme. C'est hyper chimique, quoi. C'est un petit kit de chimie. On nous disait, donc il y a le produit A, le produit B, il fallait mélanger le A dans B. Après, il y avait le neutralisant, le shampoing. C'était vraiment. Mais pareil, quand on rentre dans ça, on y arrive, on le fait et ça devient une pratique et on se pose pas trop de questions. C'est la facilité, c'est en magasin, j'achète ça, c'est que c'est un cosmétique comme un autre. Sans trop se poser de questions. Et puis il arrive un moment où là je commence à avoir des problèmes capillaires, c'est-à-dire vraiment des chutes, des grosses chutes. Donc j'ai mis ça sur le dos du stress parce que j'étais dans mes études de pharma, tout ça, je me disais bon c'est normal. Et puis je tirais quand même, je m'attachais en chignon, donc il y avait de la traction, des choses comme ça. Mais quand même, c'était pas que ça. J'ai fini par consulter un spécialiste du cheveu sur Paris. Et là, la personne que je rencontre me dit écoutez, c'est ce que vous mettez sur vos cheveux depuis des années qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Et là, le choc. Je tombe de ma chaise. Là c'est vraiment pas facile parce qu'on se dit on fait une confiance un peu aveugle. On regarde pas, pourtant moi j'étais dans mes études de pharmacie, donc je me dis, donc c'est le comble aussi. Je me dis, Et donc quand elle me dit ça, je me dis ah ouais d'accord. Donc je commence à m'intéresser à ces compos, à me renseigner, à regarder. Et effectivement, c'est pas clean du tout. Et c'est encore sur le marché, je veux dire, là je vais aller en acheter, c'est dans les rayonnages, il n'y a aucun souci. Mais du coup, prise de conscience. Prise de conscience et de se dire, il faut que j'arrête. En fait. Mais quand on décide d'arrêter, tu dis, qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que je fais? Que tu vas mettre à la place, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et vraiment, la détresse. Donc c'est un peu la courbe. On disait. Et là, tu te dis, bon, ok, alors comment je fais? Je reviens à ce que je sais faire, c'est-à-dire apprendre, me renseigner, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et avec l'internet qui se développait, commencer à faire des recherches. Découvrir qu'il y a des salons, les premiers salons sur cheveux texturés qui se tiennent. Donc je suis allée moi au salon de Boucle des Bègues, d'Aline Tacite, avant que la VNHA prenne le relais. Je découvre Aromazone, voilà. Plein de petites pierres. C'est ça, et là je commence à me dire, bon, il y a peut-être c'est possible. Alors, il n'y avait pas rien sur le marché, il ne faut pas que je dise ça, il n'y avait pas rien sur le marché, mais maintenant que je savais lire les compositions, j'étais plus sélective, forcément. Quand on sait à quel point ça peut faire mal. C'est comme la nourriture, quand on commence à vraiment regarder les compositions de ce qu'on mange et tout ça, on devient plus sélectif. Et du coup, j'ai pris le parti d'essayer de formuler moi-même. Et il y a eu une rencontre qui a été décisive aussi, c'est celle avec ma coiffeuse, Vania. À l'époque, elle avait un concept qui était quand même assez novateur, dans le sens où elle faisait vraiment des consultations à domicile. Donc chez elle, elle avait aménagé, elle avait créé sa marque.
Et on restait 4 heures avec elle. Les rendez-vous, c'était 4 heures. Ouais. Et c'était un vrai retour au naturel. C'est-à-dire que c'est une personne qui savait déjà depuis très longtemps comment s'occuper du cheveu naturel. Génial. Comment déjà l'accepter, le connaître, le reconnaître. Et vraiment, moi j'ai eu cette éducation avec elle, de la côtoyer, ça m'a. J'ai fait ma transition et en fait la première fois que je l'ai rencontrée, c'est le jour où elle m'a coupé les dernières. Le big shot. Voilà, c'est ça, les derniers cheveux défrisés. Ouais. Et là, avec elle, j'ai découvert mes cheveux. Ouais. J'ai vu mes boucles. Je les voyais pas parce que pour tenir la transition, j'ai fait une transition qui a duré 2 ans. Donc pour tenir la transition, j'attachais mes cheveux. Donc, oui. je les regardais pas plus que ça. Je tenais. Ouais. T'avais un objectif, c'était. C'était juste de pouvoir les attacher. C'était. Et du coup, quand je l'ai rencontrée, l'idée c'était de savoir d'aller au cran au-dessus et être un peu plus autonome sur mes cheveux. Et ça a été une vraie rencontre et aussi sur le côté produit naturel, on a vraiment eu des synergies ensemble et avec mon évolution sous ses mains, j'ai pris conscience que finalement ça pouvait être simple. Parce que dans toutes les recherches que j'ai faites, il y avait des routines qui faisaient, je sais pas, 7 produits, 8 produits, Puis il fallait passer toute la journée du dimanche. Exactement, et en fait non, il n'y a pas besoin. Donc ça a été aussi une bonne révélation, de se dire mais non, ça peut être simple en fait. Et il faut juste mettre ce qu'il faut dedans, pas rajouter des choses autour qui font que ça s'exprime, que l'efficacité peut être relative, ou ne pas correspondre à toutes les textures de cheveux. Et du coup voilà. J'en suis arrivée à me dire oui c'est possible et à en parler autour de moi, à faire des produits pour mes copines, pour ma famille et du coup je me suis dit on continue, on avance et on voit si j'arrive pas à trouver, je me disais quand même 6 mois qui suis pharmacienne, j'arrive pas à trouver des produits clean, mais c'est à dire qu'il y a plein de gens qui sont dans mon cas aussi. Voilà. Et donc j'ai voulu apporter cette. Je me suis dit c'est peut-être pour ça que je fais mes études de pharma en fait. Ouais, exactement, c'était le chemin pour arriver à ça. Proposer ces produits-là simples, naturels, efficaces, et qu'on n'ait pas à se poser 1000 questions sur les compos, et aussi sur le marketing qui est fait autour du cheveu texturé. Parce que c'est possible. C'est possible. En fait, oui, c'est ça, c'est ce qui te tenait à cœur, c'était vraiment que ce soit simple, rapide, efficace avec des bons produits. Et pouvoir offrir tout ça à toutes les personnes qui étaient comme toi en détresse de trouver des produits. Alors, oui, c'est ça. Et encore une fois, il n'y avait pas rien sur le marché. Mais vraiment, l'aspect. Moi, j'ai tellement été traumatisée sur la partie composition. Que je trouvais pas finalement un truc nickel. Voilà, et du coup j'ai vraiment voulu proposer ça. Trop bien. Et du coup, donc t'as cette idée là qui commence à mûrir dans ta tête, mais après comment ça se passe pour trouver les ingrédients, le financement aussi, est-ce que c'est autofinancé, la marque est autofinancée, tout ça coûte, ça paraît une montagne quand on se dit créer une marque, ok, je veux créer une marque, mais voilà. Quelles sont les étapes pour trouver les produits, quels produits faire, les ingrédients, le financement, etc. Moi, je suis allée à l'essentiel. Et vraiment, sur le terrain produit, c'était pour moi la partie la plus intuitive que j'avais. Et donc, la recherche d'ingrédients, ça a été. Mon cahier des charges était simple, qualitatif. Parce que si j'ai bien appris aussi quelque chose en pharma, c'est que la qualité de l'ingrédient fait énormément. D'accord. On peut parler de tel ingrédient chez l'un ou chez l'autre, c'est pas la même chose. Les procédés de fabrication impactent beaucoup.
Selon là où les ingrédients sont fabriqués. Ah ouais. Voilà. Ah. Oui, ça a beaucoup d'impact. Et ça, comment on peut savoir où est fabriqué le... Bah, ça, pour le coup, c'est les marques qui le savent. C'est elles qui font leur choix. Secret, quoi. Voilà. Mais là où on peut aussi donner de l'information aux consommateurs, quand on est sur de la qualité bio, clairement, ça veut dire quelque chose. La façon dont c'est produit, la façon dont on respecte les procédés, les sols, l'utilisation des sols, enfin voilà, tout un écosystème qui répond à des cahiers des charges. Donc forcément, s'ils sont dedans et s'ils sont certifiés, c'est que c'est fait de façon clean. Donc d'abord, tu rédiges ton cahier des charges. Voilà, j'ai l'idée les ingrédients que je vais utiliser. Ok, d'accord. Ça part de là, en fait. Les ingrédients que je vais utiliser. Ensuite, sur la routine capillaire, finalement, qu'est-ce qui est essentiel? De quoi on a vraiment besoin? Et ensuite, les tests, les formulations, les premières formulations. Et comment tu fabriques? Donc tu prends tes ingrédients, tu vas sourcer donc, des ingrédients. Alors du coup là j'ai travaillé avec un laboratoire et j'ai pu manipuler aussi au laboratoire, c'est ça qui était génial. Et c'est justement moi je voulais vraiment mettre la main à la pâte et j'ai trouvé un labo avec qui j'ai pu le faire, ça c'était vraiment super. Et donc du coup voilà, challenger aussi sur les INCI, donc la liste des ingrédients. Là j'étais voilà, si l'ingrédient était présent, c'est qu'il y avait vraiment besoin. Sinon c'était pas possible. Enfin, voilà. Et pour toutes les formulations, j'ai travaillé comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, si je comprends bien, et pour ceux qui regardent, quand tu veux créer un produit, tu dois, en France en tout cas, c'est surveillé, j'imagine, la liste des ingrédients, tu dois l'envoyer, la faire valider, etc. Comment ça... Alors, donc tu as un dossier information produit, on appelle ça le DIP, où tu mets effectivement tes formules, tu mets quelles sont-elles, quels sont les fournisseurs, les quantités, tu fais des tests, de sécurité, des tests d'efficacité, des tests de stabilité aussi de tes formules, en différentes conditions, et tu mets tout ça dans un dossier, d'accord? Et ce dossier finalement tu le déclares. Donc ça veut dire que tu peux, il n'y a personne qui ouvre ce dossier, c'est ça que je veux dire, c'est que ça repose vraiment sur la marque. De la véracité des produits. Après, il peut y avoir des contrôles, et dans tous les cas, on vient voir, mais effectivement, il y a une façon de procéder, il y a une réglementation, et on te dit, il faut répondre à ça, pour tel type de produit. Est-ce que c'est un produit qui est rincé? Est-ce que c'est un produit qui n'est pas rincé? Est-ce qu'il va être utilisé chez l'enfant? Est-ce qu'il va être... tout ça, et en fonction, il y a des tests à faire. Et ensuite, on fait le job, on déclare, et on peut mettre sur le marché. D'accord. Ok. Moi, j'ai fait un cran un peu au-dessus dans le sens où j'ai certifié aussi mes produits Cosmos. Donc Cosmos organique, c'est bio, Cosmos naturel, c'est naturel. Donc, le point commun, c'est que c'est toutes des matières naturelles. Sauf moi, les conservateurs, j'ai pas pris le pas des conservateurs naturels. Moi, je reste sur des conservateurs chimiques parce qu'aujourd'hui, je considère, mais ça, c'est mon opinion, qu'ils n'ont pas fait encore la preuve suffisante. Parce que pour que ça dure, il existe des conservateurs naturels, mais moi je considère que sur mes formules, j'ai vraiment besoin que ce soit. Et puis je suis dans la sécurité, je suis dans la santé, donc je reste sur ce qui marche et ce qui est autorisé par le référentiel Cosmos. D'accord, très bien. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui était aussi très important pour moi de faire cette certification, soit pour le gage de qualité, le gage de transparence et vraiment de dire c'est des produits safe, clean. Et ensuite, il y a la partie efficacité où j'ai fait des tests réglementaires, mais j'ai aussi fait des tests consommateurs. Donc, j'ai fait des appels à candidature pendant ma phase de développement. Alors, au départ, j'ai fait un peu avec mon entourage, et puis après, j'ai fait des personnes que je ne connaissais pas, et ça, c'était vraiment super parce que
Et je vérifiais à chaque fois le cheveu. Hein. Je disais, moi j'ai besoin de personnes cheveux bouclés, frisés, crépus. Et j'envoyais des vidéos pour montrer leurs cheveux. Voilà, parce que ça aussi c'est important. J'ai développé essentiellement sur ma texture de cheveux, mais l'idée c'était que ça convienne jusqu'aux cheveux bouclés. Oui, c'est ça. Donc, voilà, donc j'ai testé sur tout ce panel-là, et les allers-retours, ok, donc ça un peu plus, ça un peu moins, et on a c'est un sacré. Vraiment, c'est le lot des marques de cosmétiques. Hein. Tout le monde doit répondre normalement à ces étapes-là. Et du coup, voilà, ça m'a bien mis 3 ans, parce que j'ai développé en parallèle de mon activité. Il y a encore 3 ans, ça va finalement. C'est même plutôt. Enfin, c'est bien, c'est pas. Et donc, du coup, après 3 ans, j'ai fait un crowdfunding, donc une campagne Ulule. Donc tout ce que j'ai fait avant, je l'ai fait en autofinancement. D'accord. Voilà. Et ensuite, le crowdfunding, c'était une façon aussi de tester mon produit, de tester un peu le discours aussi. Voilà. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Hein. J'ai fait 166% de mon objectif. J'étais contente. Voilà. Et puis ensuite, enchaîner la production. Ok. Et après, une fois que tu as fait la campagne de crowdfunding, production et lancement. Voilà. Production, lancement. Ouais. Waouh. Puis c'est vrai que déjà dans la phase de test, ça te permet aussi d'avoir des retours, de voir aussi ton marché. Donc c'est bien parce que tu te rends compte tout de suite finalement s'il y a vraiment besoin. D'ailleurs, pendant la phase de test consommateur, au départ la crème je l'avais mise dans un contenant avec une pompe. Et justement, grâce à cette phase de test, j'ai pu voir que tout ne sortait pas. Ouais, ça reste coincé. Alors, les packs sont en verre, je ne l'ai pas dit, mais c'est du verre, donc on ne peut pas appuyer, on ne peut pas... Donc ça, c'était problématique. Donc au moment de lancer la production, j'ai changé le pack pour justement éviter ce désagrément. Et ça, c'est vraiment la phase, c'est les retours consommateurs qui m'ont permis, mes bêta-testeurs, mes super bêta-testeurs, qui m'ont permis de... Et c'est marrant, j'ai des retours comme ça aussi sur l'utilisation des produits ou le masque. On s'est rendu compte que sur le cheveu fin, il fallait plutôt le faire avant le shampoing plutôt qu'après le shampoing, et qu'on avait les mêmes résultats finalement. Donc ça aussi, ça m'a permis d'alimenter la fiche produit. Ça, c'était top. Non, vraiment, les tests consommateurs, faut confronter. Même si on a l'idée, même si on sait que les ingrédients sont top, que les produits tiennent leurs promesses, il faut confronter. Vraiment confronter consommateur, c'est hyper important. Et donc j'étais sur les ingrédients, sur le produit, la formulation, mais j'ai aussi quelque chose qui était important pour moi, c'était le côté rechargeable. Parce que l'idée, je me sentais pas de sortir une marque de nos jours sans prendre en compte la dimension environnementale. Donc je l'avais déjà prise en compte côté un choix des ingrédients, bio, sourcing local dès que possible, tout ça j'avais fait, mais il fallait aussi avoir un peu cette touche où tous ensemble on fait un effort pour mieux consommer sur les cosmétiques. Et donc le pack en verre associé à une éco-recharge, donc je l'appelle éco-recharge, c'est générique comme terme, mais cette recharge, elle a été faite dans un matériau, donc on l'a développée spécifiquement avec un site en France, et elle est entièrement recyclable. C'est-à-dire qu'on est sûr que c'est pris en charge à 100% par la filière de traitement des déchets en France. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on a fait une analyse du cycle de vie des produits. Donc ça, c'est un peu, c'est ok depuis le moment où je pars de la matière première jusqu'à sa fin de vie, quel est l'impact environnemental de mon produit. Et donc du coup, de choisir quel modèle convient le mieux. Et on a prouvé que si on utilisait que du verre du début à la fin versus le verre une fois et ensuite je recharge le reste des utilisations, on divisait par 2 l'empreinte environnementale des produits. Donc ça, ça a été un go, ça a été un go incroyable pour dire on y va. C'est super parce qu'en plus c'est tellement cohérent finalement
tout le projet, quoi. Il est hyper cohérent, en fait, que ce soit de l'intérieur jusqu'à l'extérieur des produits. Il y a une vraie valeur, quoi, des vraies valeurs. Bon, ça se ressent, quoi. Que c'est bien recherché dans les moindres détails pour que ça soit aligné. Ouais, c'était important. C'était important parce que tu vois, je voulais que les packs soient beaux. Alors, c'est bête de dire ça. C'est important. Mais je le voulais, pourquoi? Parce que les packs que j'ai eu quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, c'était pas topissime. Dans les magasins, il fallait que je me mette à 4 pattes pour aller les chercher en bas, donc il y avait de la poussière dessus. Donc voilà, il y avait une espèce aussi en même temps. Je te dis, j'étais drivée par l'injustice des compositions, mais aussi le côté. Voilà, on mérite aussi d'avoir des beaux produits. Des beaux produits dans la salle de bain. Quali, des compositions quali. C'est vraiment ça que je défends. Et au-delà de tout, voilà, quelque chose de simplifié. Pas besoin de démultiplier en fonction du type de texture. Bouclé jusqu'à crépus. Si les compositions sont bonnes, si on utilise les bonnes quantités, et à la bonne fréquence, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas le même produit. Il n'y a pas de raison. Trop bien. Mais c'est comme ça, c'est dans cet esprit-là que j'ai formé ces produits. C'est génial. Et puis c'est aussi une marque inclusive donc pour toute la famille, hommes, enfants, femmes, tout le monde. C'est ça. Et essayer de se dire que c'est possible en fait. C'est ça qui est génial, c'est que c'est possible de le faire. Alors après comment je disais tout à l'heure, les compos, le plus court possible, sans les genrer, donc j'ai pas mis de parfum. J'ai pas mis de parfum. Alors il y a le côté pour que ce soit genré, mais aussi pour limiter le risque d'allergie. Le risque d'allergie qui souvent limite l'utilisation chez l'enfant. Voilà, donc l'idée c'était de composer vraiment pour toute la famille. Voilà, d'avoir le même produit. Moi je visualise dans la salle de bain, on arrive le matin, boum, tiens je te le prends dans la main, je le prends pour moi. Voilà. Facile. Et puis aussi par rapport à toute ton histoire et ton parcours, aussi que les enfants, dès leur plus jeune âge, ils voient que c'est facile, que je prends un produit de maman, papa, qu'ils aient à dispo les produits qui leur permettent d'accepter leur texture de cheveux, de pouvoir en prendre soin. Et je suis hyper, je suis ravie parce que j'ai mes garçons qui sont autonomes là-dessus, ils utilisent le spray, la crème, aussi, le masque on leur fait encore. Et j'ai mes copines, quand elles me disent, j'ai mon fils qui l'utilise tout seul, il fait ses bouclettes tout seul. C'est génial. Et voilà, je me dis, et en plus je sais ce qu'il y a à l'intérieur, et on leur fait pas de mal. Et ça, ça doit être une très belle reconnaissance. Vraiment. D'avoir des messages comme ça, même de le voir dans ton propre entourage. Mais c'était important de changer les choses là-dessus. C'était pas l'idéal. Et du coup, ce qui est bien aussi, parce que dans tout ce qui est inclusivité, donc j'ai parlé de tous les types de textures, mais on a parlé de la famille, donc c'est-à-dire qu'il y a l'âge aussi. Et je ne sais pas si tu as vu, mais sur mon site, j'ai aussi une personne qui a les cheveux gris. Voilà, ça correspond vraiment à tout un panel qui est accessible. Parce que la texture de cheveux change en fait selon les âges, les périodes de la vie, les cycles. Et du coup, ça peut convenir à tout âge. Le cheveu gris, blanc en tout cas, un de ces... En fait, il rencontre très rapidement quand finalement le problème du cheveu texturé, parce que c'est le sébum finalement qui est moins produit, donc le cheveu se dessèche rapidement. Forcément, trop des réponses dans le cheveu texturé, dans les produits qui sont faits pour les cheveux texturés. Voilà, les loxés aussi, donc les lox, parce que pendant longtemps le cheveu loxé était le parent pauvre du cheveu texturé, donc autant le cheveu texturé avait pas beaucoup de choses, mais les lox ils avaient encore plein de choses. Mais comme maintenant aussi on commence à comprendre bien les besoins du cheveu loxé, c'est de l'eau, c'est de l'huile, clairement le spray que j'ai développé,
j'ai des très bons retours des personnes qui ont des Ah, locks, génial. des micro-locks. Voilà, parce que ça apaise le cuir chevelu, ça assouplit les longueurs. Ça t'a changé la vie de plein de gens, en fait, d'avoir des bons produits, enfin de savoir qu'on fait pas de mal à son corps, voilà. Et en plus de ça, que c'est simple. Bah, c'est le projet. C'est le projet. Trop bien. Donc ouais, l'inclusivité, c'est un peu... c'est à différents égards et en même temps... En fait, ouais, c'est l'inclusivité dans tous les axes, quoi. Que ce soit âge, sexe, texture. L'homme s'y retrouve également. L'idée, c'était l'homme prend de plus en plus soin de lui. Et oui, c'est pour la barbe aussi. Alors, exactement. Donc finalement, il y a la gamme capillaire qui lui convient aussi. Et l'idée, c'était qu'il puisse trouver au sein de la gamme un produit aussi pour lui. Qu'il n'ait pas à chercher ailleurs une autre marque. Trop bien. Non, c'est au sens large, on est inclusif sur trouver tous les produits nécessaires pour la famille, que ce soit pour le cheveu, pour la barbe. Génial. Trop bien. Et donc, pour revenir un peu au financement, donc quand tu as commencé à travailler les ingrédients, etc., donc tu étais en autofinancement, tu travaillais, tu avais ton travail à côté. Oui. Et est-ce que tu as eu des aides? Oui. Alors du coup, sur la partie financement, effectivement, j'ai financé en propre la partie développement parce que c'est comme si je finançais un rêve en fait. Donc, quand on se dit on y va, on y croit, j'ai mon idée, j'y crois, donc si moi je ne mets pas, qui va mettre? Donc je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où le modèle ne tient plus. Notamment quand on arrive sur l'étape de commercialisation. Et donc le crowdfunding, ça a été un des leviers pour aider à la commercialisation. Mais en parallèle, on apprend à être entrepreneur. On apprend. Et il faut consacrer du temps à ça parce que finalement, on se rend compte que ce qu'on apprend le plus quand on devient entrepreneur, on apprend le plus, c'est sur soi. Ah ouais. C'est incroyable. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à se former. Et moi, j'avais un CPF et j'ai largement mis à contribution sur tout ce qui est. Donc, j'ai fait un parcours formation-création d'entreprise avec une association qui s'appelle Actionnel, une femme entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des formations qui étaient proposées par la CCI. Des fois, c'est des petits montants, mais bon, il fallait quand même les sortir. Une formation sur le marketing digital que j'avais faite avec Ulule. Donc voilà, j'ai pas hésité à prendre ce volet aussi, à prendre ce temps de formation parce que c'était nécessaire pour tout structurer dans le temps. J'ai fait aussi, j'ai eu une aide de la BPI. Ah oui, une bourse French Tech. Touch parce que c'est Touch créativité. C'est la communauté du coq orange. Et du coup, parce que pour le côté fort, la formulation, pour la partie recharge, un changement des modes de consommation, ça c'était hyper important pour l'obtention de la bourse. Et aussi, j'ai eu une aide de l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence pour la transition écologique qui est mandatée au niveau national. Justement, pour cette analyse du cycle de vie des produits dont j'ai parlé tout à l'heure. Où justement, donc, j'ai fait appel à un prestataire externe qui a analysé vraiment mes produits. Il savait tout, mes matières, d'où elles venaient, quel pack j'utilisais, d'où ils venaient, les transports éventuels. Comment on utilisait les produits derrière, enfin voilà. Et avec ça, il a une base de données qui fait qu'il peut modéliser, il peut se dire ok, l'impact c'est ça, et même comparer par rapport à la concurrence et m'aider-moi à faire des choix sur justement mon mode de fabrication, mon mode de distribution, enfin voilà. Et donc ça, l'ADEME finance des entreprises pour ça. Ça c'est pas mal. C'est plein de ressources que je mettrai dans la description parce que de savoir où se renseigner parce que c'est vrai que quand on crée un projet comme ça, surtout de cette ampleur, une marque, c'est pas, tu vois, il y a plein de choses déjà, comme tu dis,
tu deviens entrepreneur, donc tu dois faire tous les métiers, plein de métiers différents. Ouais. Et en plus de ça, il faut savoir où chercher les informations, savoir où s'entourer. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de réseaux. Mais pour savoir lequel correspond qui aller voir, alors, la CCI aide beaucoup, je trouve. Vraiment, se rapprocher de la CCI, c'est un bon réflexe. Parce qu'eux-mêmes essayent de cartographier un peu les choses, ils essayent de trouver les bons contacts. Mais ensuite, il faut continuer à chercher autour. Mais au moins, la CCI, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui encore, j'ai une conseillère CCI qui m'accompagne. C'est pour continuer à développer. Exactement, ils ont des programmes, c'est très sérieux et vraiment, j'encourage. Super. C'est très intéressant d'avoir toutes ces infos là. Du coup, dans tout ce parcours-là, est-ce que tu peux nous dire quels ont été un peu les freins qu'il y a eu sur ces différentes étapes, les complications, parce que évidemment, il y en a tout le temps. Après, c'est vrai, c'est inhérent au fait de créer quelque chose, de la gestion de projet, il y a toujours des retards. Alors après, je vais peut-être essayer de réfléchir un peu plus sur le concept, peut-être. Donc c'est vrai que moi, je propose finalement des produits premium. Et je veux qu'ils soient quand même accessibles. Ça, c'est vraiment, ça a été trouver l'équilibre, trouver le bon modèle. Justement, j'ai le meilleur modèle pour que ça puisse rester dans ce que je voulais au départ. Justement, que la petite fille que j'étais puisse quand même pouvoir acheter ces produits-là dans les mêmes conditions. Et du coup, c'est le business model autour des recharges qui m'a permis d'équilibrer. Et donc, du coup, la façon dont j'ai réfléchi la chose, c'est qu'il y a 9 € de différence entre le moment où on achète le pack en verre et qu'on achète la recharge. Et donc ensuite, finalement, on investit dans le premier achat et ensuite on rentabilise. Donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pour que justement je ne m'éloigne pas d'un de mes drivers abdominaux qui faisait que c'était trop important pour moi. Et c'est challengeant parce que j'ai voulu vraiment des matières de qualité. Et le bio versus non bio, c'est pas le même prix. C'est clair. J'ai voulu des packs qualitatifs. Et je vais même dire qu'avec les packs, les étiquettes le sont également. Le design aussi Mais voilà, on y est. Là, je pense qu'on y est. Et ça a été challengeant. Mais voilà, c'est établi. Je pense avoir trouvé le bon équilibre. Donc maintenant, le terrain me le dira. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours même des moments de doute aussi, j'imagine. Même quand on est habité, comme toi, ça se ressent quand on est habité par notre projet, que vraiment on croit à fond et tout. Forcément, il y a des hauts et des bas parce que parce que ça va pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on rencontre des difficultés auxquelles on n'avait pas du tout pensé. C'est ça. Ou effectivement des approvisionnements dont on n'est pas responsable. Donc c'est vrai que du coup, il y a une chose qui est hyper importante, et ça encore, c'est quelque chose que j'hérite de passer dans la pharma, c'est la relation fournisseur, elle est essentielle. Et il faut prendre le temps de la construire. Il faut la construire parce que c'est tout le cœur. C'est tout le cœur de ce qu'on fait, c'est tisser une relation de confiance, expliquer, prendre le temps. Moi, je me suis déplacée sur chaque site avec lequel je travaille pour justement présenter Vagance. Quels sont les piliers, pourquoi on le fait, pourquoi c'est hyper important. C'est important. Les relations humaines, la communication, c'est essentiel. Et ça, j'ai voulu avoir cette relation de proximité absolument avec mes fournisseurs.
j'ai vu en situation où on était en difficulté pour certains approvisionnements, où bon, il y a eu des couacs. Quand la relation est là, on trouve des solutions dans une atmosphère beaucoup plus, voilà, un mindset positif, orienté solution, enfin voilà. Il y a une solidarité, un vrai partenariat, quoi. C'est ça. Et on avance ensemble. C'est ça. Pour moi, je veux que mes fournisseurs soient des partenaires. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Et même, dans ma tête, j'imagine que les laboratoires, ils peuvent travailler avec des marques plus ou moins grosses. Et donc, au niveau des quantités, tu sais, il y a des fameuses MOQ. Voilà. Il y a des labos qui demandent des MOQ énormes. Clairement, il y a ceux qui sont prêts à travailler avec des petites structures et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Après, je dirais que ceux qui sont prêts à travailler avec des petites structures, déjà, on est un peu plus alignés, on parle à peu près le même langage. Donc, quelque part, ça va. Déjà, ça fait un prix. C'est très bien. Et au moins, on ne se fait pas de plan sur la comète et on n'a pas de surprise. On n'est pas déçus parce que. Voilà. Mais est-ce que du coup c'est plus difficile de trouver des laboratoires avec des MOQ Je trouve que justement il y a cette prise de conscience. Je ne sais pas si c'est la conjoncture, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de labos qui sont de plus en plus flexibles et qui justement essayent de trouver des solutions pour les petites marques, faire des petites séries. Oui. C'est chouette ça. Oui. Et ça, je le vois au travers, parce que je suis partie aussi de la maison de la cosmétique, de l'association, et plusieurs marques, et finalement, quand on échange, on se rend compte que quand même, il y a des solutions. Il y a des solutions. Après, il faut quand même faire ce travail de tisser la relation, c'est hyper important. Il y a de plus en plus de solutions, et aujourd'hui, il y a beaucoup de labos qui proposent des prestations en full, qui font tout. Ils disent ok, clé en main. Clé en main. Bon, moi j'aime pas trop ça, clé en main, j'aime bien être dedans quand même. Je peux pas m'en empêcher. Je me sens ton bébé, c'est pas possible. Mais c'est facilité aujourd'hui. Il y a plus de solutions, je pense, qu'il y a quelques années. Puis il y a même des labos qui font le packaging, le remplissage, la fabrication. Oui, qui font différentes étapes. C'est ça, et donc ça que... on peut. Après, effectivement, il faut regarder que le produit ne fasse pas trop de kilomètres. Voilà, c'est pour ça, Mais tout se fait. Tout se fait. Et il y a des salons, des salons du packaging dernièrement, il y a eu c'était au mois de janvier, je crois, fin janvier. Ils sont tous là et leur offre est hyper claire. Très bien. Alors après, c'est des... ça date pas de maintenant, ça date de... Le côté, le naturel, c'est pas efficace. Mais ça, je pense qu'on... On commence à... Je pense que ça y est, les gens ont switché, ils ont fini par comprendre que non, le naturel c'est aussi efficace. Et, donc ça c'est plus un frein. Mais ça... Au contraire, les gens recherchent du naturel. Mais il y a peut-être encore des croyances limitantes des gens qui se disent oui, mais mes cheveux, ils ont besoin de tel produit chimique parce que je sais que ça va être moins efficace. Il y a peut-être encore des personnes qui ont ces freins-là, qui ont ces croyances limitantes. De toute façon, ça, c'est des choses qu'on a la peau dure. C'est ça. Et puis, il y a, je pense, toute une éducation à revoir au fur et à mesure des années, sur comment s'occuper de ses cheveux. C'est ça. Donc aussi bien au niveau des produits qu'il y a de la façon, tu as raison, de s'occuper du cheveu. Et donc ça me fait penser aussi au fait que le cheveu, la connaissance du cheveu texturé aujourd'hui, en France en tout cas, est toujours pas démocratisée. Donc, dans les écoles et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour que ça change. D'ailleurs, le cercle des femmes de la coiffure, ça m'a rencontré. Clairement, il y a une vraie ambition de changer les choses.
Et voilà, moi je souhaite aussi faire partie de ce genre de mouvement, en tout cas d'initiative pour changer les choses. Parce que plus jeune, j'ai essayé d'entrer dans des salons de coiffure pour me faire coiffer. J'ai essayé. Et puis, c'est un gros problème. Alors, quand la personne ne tournait pas la tête en me voyant, ou quand elle ne tournait pas, mais finalement ne savait pas le faire, bah, aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de salons qui se disent multitexture et qui ouvrent et qui cartonnent parce que le besoin il est là. Mais la formation académique des coiffeurs, il n'est pas encore. Il y a plein de choses à faire. Auprès des écoles, auprès des organismes de formation pour les coiffeurs. C'est vrai, je suis d'accord. Donc du coup, je considère que c'est encore un frein, mais j'ai bon espoir qu'il commence à... Voilà, comme tu dis, il y a des personnes, il y a des actions qui vont dans ce sens-là, donc au fur et à mesure, on va y arriver quand même. Mais, c'est ça. Et, alors, c'est pas un frein, mais je dérive un peu, mais le défrisant chimique tel qu'il existe aujourd'hui, qui sont encore sur le marché, c'est une aberration. C'est une vraie aberration. Une vraie aberration. Et, alors, fort heureusement, quand on regarde un peu les pratiques aujourd'hui, les stats, les gens se défrisent de moins en moins. Donc les gens sont moins exposés, mais il n'empêche que les produits sont encore sur le marché. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, la FDA avait tenté de s'y attaquer en fin 2023. Ils avaient annoncé qu'il y aurait des mesures mi-2024. La date est dépassée. Donc, on fait quoi? On attend encore combien de temps en fait? Il y a plein de choses qui font que adopter ces nouveaux produits, prendre soin de soi au naturel, avoir accès à ces connaissances, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai. Mais voilà, on avance vers ça. Et il faut continuer. Il faut continuer parce que c'est important. Et du coup, pour revenir un peu à ton parcours, est-ce que tu aurais des leçons à partager des leçons, parce que voilà, ça fait maintenant 3 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Alors, que je suis sur mon projet. Voilà, mais officiellement, vraiment top plongée depuis l'année dernière. Alors, faut pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. Ça, c'est quelque chose. C'est un travers que j'ai eu, de se dire bon, tant que j'ai pas fait ça, je fais pas. En fait, faut adopter complètement le mindset opposé. En disant, j'ai ça, je teste et je vois. Trop bien. Et se mettre en action, se mettre en mouvement, se dire ok, c'est pas grave si ça. On apprend, quoi qu'il arrive. On teste, on voit. C'est ça. Et si ça passe pas, on réajuste. Mais au moins, voilà, on a déjà fait ce pas-là. Et c'est le pas de plus que de ne pas avoir commencé en fait. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Vraiment, les formules, j'aurais pu les peaufiner à l'infini. Mais voilà. Au bout d'un moment, on se dit c'est bon, on y va, on voit ce que ça donne. Et en plus, on a des belles surprises, donc c'est super. Et c'est vrai qu'on voit un peu les choses comme une montagne. Et puis, si on décompose par petits bouts, c'est un peu moins haut. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important. Après, s'entourer, c'est waouh. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, s'entourer professionnellement. Il ne faut pas qu'on demande le soutien dont on a besoin à son entourage perso.
ce qui sont pas là pour ça en fait. Ouais. Ils sont là vraiment pour autre chose, pour justement on enlève cette casquette. Ouais. Et en plus, c'est les mettre en difficulté que d'essayer de les solliciter sur ça, parce que s'ils sont pas dans l'entrepreneuriat, Ouais. c'est. Ouais, puis ça c'est peut le- même voilà. freiner, enfin, sans vouloir, ça peut aussi mettre des freins, parce que si les personnes ne sont pas du tout entrepreneurs ou quoi, ils peuvent avoir des peurs, des craintes, des qui font faire finalement. Ouais, t'as raison. T'as raison. Donc du coup, trouver des nouveaux amis qui vivent la même vie que vous et qui traversent les mêmes choses que vous. Donc ça c'est pour le côté un peu réseau, soutien, mais aussi des personnes qui vous aident sur les... Tu disais tout à l'heure que l'entrepreneur a plusieurs casquettes. Fondamentalement, on n'est pas bon dans tout. Ouais, non, c'est que oui. Donc du coup, on va s'entourer de personnes fiables pour pouvoir avancer sereinement et que être focus sur là où on a vraiment besoin de soi. Une zone de génie. Et puis c'est ça. Et puis s'aventurer en dehors de sa zone de confort aussi. Je ne sais plus qui me disait ça, mais va vers là où ça te fait peur. Ouais. Et franchement, ça aussi c'est une vérité. Oui. La peur vraiment qui est générée, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est important. Voilà, donc il faut y aller, on le fait, et puis... D'accord. C'est quelque chose qui nous tient à cœur quand il y a cette peur. Ouais. Donc il ne faut pas hésiter, faut y aller. Et donc l'entourage, moi aujourd'hui, je suis dans un club d'entrepreneurs au niveau local, donc c'est un vrai bol d'air de les voir. Donc il y a le fait de les voir, de se soutenir, mais aussi de créer des relations, des interconnexions. Il y a des synergies qui se créent. Exactement, entre les ça projets. c'est génial. Le côté savoir ce qui se passe toujours dans son secteur, donc ça veut dire aussi avoir ce réseau qui te permet d'être au courant et d'aussi avoir une vision plus claire aussi sur ce vers où tu veux mener ton entreprise. Et puis tout simplement rester connecté aussi à ses clients, à son marché. Hyper important. C'est vrai. Hyper important parce que on peut passer à côté de choses sans se rendre compte de besoins, tout simplement quelque chose qui n'est pas clair et qui fait que la personne passe à autre chose. Donc ça c'est hyper important. Et ça c'est quelque chose, ça prend du temps. Mais honnêtement je trouve que c'est du temps important. Bien Utilisé. Bien utilisé. Carrément. Parce que c'est vrai que une fois que tu as créé ta marque, etc., il faut la vendre, il faut la développer, il faut Donc comment tu fais en fait pour... Aujourd'hui, j'ai mon site internet, donc mon e-shop. J'ai mes réseaux sociaux, donc ça après c'est un peu le bagage c'est un peu de toutes les marques de cosmétiques. Le comment, c'est finalement les messages que je transmets finalement à travers de ma marque, que ce soit sur les produits, sur le pourquoi j'ai fait cela, la transparence que j'essaie d'avoir justement sur pourquoi j'ai formulé comme ça, pourquoi tel produit convient plus à telle texture. Donc dernièrement, je voulais vraiment accompagner sur l'utilisation des produits. Et on a mis une page avant-après. Donc on a fait appel à des... quand on a fait un appel à candidature pour un shooting. Et une séance avec Mac Office. Donc et du coup, on a vraiment eu différentes... L'idée, c'est d'avoir chaque texture et de dire, ok, cette personne-là utilise toute la routine Valence qu'elle fait, le spray, la crème et le masque. Montrons que ça fonctionne. Montrons comment ça fonctionne. Et à la fin, on arrive à dire, telle texture, le spray, c'est plutôt
cette petite quantité. Par contre, l'autre texture, il faut y aller. Voilà, c'est vraiment le côté essayer de guider dans l'utilisation des produits. Bah oui, parce que c'est vraiment ça. Moi, en tout cas, qui m'a manqué. Souvent, j'avais le produit dans les mains, je disais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire et comment je le mets et comment. Et donc, ça, j'ai vraiment envie de continuer à développer ça. Trop bien. Pour montrer vraiment comment utiliser et aussi continuer à travailler avec des coiffeurs. Parce que je trouve que c'est hyper important. Parce que les produits aussi que j'ai développés sont bons pour eux, dans le sens où ils les ont dans les mains, ils respirent. Voilà, c'est ça. Donc les cosmétiques qu'ils utilisent aussi tout au long de leur carrière peuvent avoir un impact sur leur santé. Donc l'idée c'est aussi d'avoir cet aspect-là sur leur bien-être au travail, tout simplement. Que les cosmétiques n'impactent pas leur santé. On sait le désastre que ça peut être au niveau des colorations. Donc, si on peut faire quelque chose, il faut le faire de toutes les façons. Si on peut faire quelque chose, il faut le faire. C'est bien. Et puis du coup, tout ce qui est réseaux sociaux, communiquer. Alors ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas ma zone de génie, mais vraiment, je me fais accompagner pour essayer de délivrer mieux mon message. Mais j'y trouve, j'aime beaucoup parce que c'est une façon de faire vivre la marque aussi et de montrer pourquoi on est là et pourquoi potentiellement c'est intéressant. C'est vrai. Puis comme tu disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat c'est un vrai moyen de se connaître à fond. Et je trouve que la communication, c'est pareil. Savoir exprimer son why, savoir exprimer ses valeurs, parler de ses produits, les vendre, etc. Je trouve que c'est aussi un moyen de faire vachement de développer, sans parler de un peu se montrer son image, etc. Tout ça fait que c'est un vrai travail sur soi. Et ça fait évoluer aussi personnellement. Complètement. Si on m'avait dit un jour que... J'aurais pas cru. Trop bien. Mais quand on est animé, quand on a vraiment... c'est la volonté de porter un projet et d'incarner sa mission, on le fait. On le fait et puis on avance. Et c'est ça que je trouve vachement beau dans tous les épisodes des visionnaires, et c'est pour ça aussi que je voulais que tu sois là, c'est vraiment comme tu dis, quand on sent, on a vraiment une mission au fond de nous, on sent qu'on a vraiment une vision et qu'on y va, on a le courage de se lancer, de le faire, c'est trop beau. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de porter un message et d'y aller et d'oser entreprendre, oser lancer. Et voilà, ça peut inspirer plein de personnes qui ont envie aussi de lancer leur projet, c'est chouette. Merci. Et du coup, pour un peu terminer, où est-ce qu'on peut retrouver les produits Vacances et quelle est la suite pour Vacances? Du coup, mon e-shop. Trop bien. Voilà. Et l'idée, c'est de déployer aussi en boutique et chez les coiffeurs. Génial. J'ai commencé, donc j'ai une boutique à mots qui vend mes produits depuis quelques semaines. Là, je suis très contente. Et du coup, j'ai quelques coiffeurs aussi qui arrivent là. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que les produits soient au bon endroit. Donc, chez le coiffeur, c'est carrément l'endroit aussi. Donc, aussi bien pour le coiffeur que pour le client. Et de continuer à déployer. Donc c'est pareil, la casquette commerciale, c'est quelque chose. Une nouvelle casquette. Carrément, parce que j'y crois à ce message et du coup, je vais le défendre en propre. Et le shampoing, on me réclame un shampoing. Ça c'est super. Ça y est, j'ai commencé le dev du shampoing. Donc pareil, je vais procéder de la même façon qu'avec les produits de l'autre gamme.
prototype, bêta testing, donc je ferai aussi un appel à candidature pour ceux qui veulent bien tester. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit je serai testeur, il n'y a pas de souci. Je pense que tu vas pas avoir de mal à trouver. Donc voilà, donc l'idée c'est pour compléter la gamme finalement. Mais c'était quand même faut savoir que les shampoings, il y a une grande partie de la population qui n'utilise que ça, qui fait que shampoing. Et du coup, c'était quelque chose naturellement qu'on m'a demandé assez rapidement quand j'ai sorti. On me dit non, t'as pas de shampoing. Je voulais commencer par les soins, c'était vraiment ça moi mais j'arrive. On arrive avec le shampoing, on est dessus. Donc là, t'es en train de... Ouais, ça y est, là, la formule, elle est quasi... voilà, on va faire le bêta testing, on donner des formes, et puis toutes les études réglementaires dont je te parlais tout à l'heure. Voilà. C'est génial. C'est ça, il n'y a jamais de fin finalement En fait, non, parce que finalement, comme tu dis... le retour client est hyper important et c'est marrant parce qu'il y a certains produits, on fait des retours sur d'autres types d'utilisation. Donc moi qui adore rationaliser les utilisations des produits, rajouter une zone ou quelque chose, il y a potentiellement des choses à faire. C'est génial. Donc sans démultiplier, en restant toujours dans cette logique où on reste raisonnable dans la salle de bain. Si c'est jouable, alors là j'y vais, mais j'y vais à 1000%. À 1000%. Puis c'est amusant. Il y a ce côté passionnant, amusant. Donc voilà, donc 2025 pour Alliance, c'est continuer la visibilité parce que je viens de lancer et plus de présence en boutique, chez les coiffeurs et le nouveau produit et voilà. C'est des beaux... Et toujours continuer dans l'engagement, que les choses changent. Ouais, très important. C'est vrai que c'est complètement relié quoi. Donc trop bien. Voilà, super. Merci beaucoup Ramata. Merci à toi Maëlys pour ce moment. Ouais, c'était trop chouette. Et puis on vous dit à une prochaine pour un autre épisode. Et puis on vous mettra du coup tous les liens dans la description de la boutique, du shop, des réseaux sociaux, de vacances. Voilà. Et puis ce dont on a parlé pour les ailes entrepreneurs. Voilà, tout ça. tous les liens, ce qui peut vous aider, les ressources qui peuvent vous aider. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup Maëlys. Au revoir. Au revoir.